Je peux dire que c'est à cause de l'équipe nationale que j'ai été viré. Et ils ne savent pas que les agents, ils se parlent. Les parents, c'est souvent le problème. Hein. Ah ouais? Dans le football africain, certains liens ne se fabriquent pas, ils se vivent. Entre Ali Baba et Sadio Mané, il y a plus qu'une admiration, il y a une histoire, une confiance, un respect, un surnom devenu mythique, Djekou Bouki. Mais autour d'Ali, il n'y a pas que les stars. Il y a aussi les jeunes, ceux qui montent, ceux qui doutent, ceux qui peuvent brûler des étapes sans le savoir. Et parmi ces noms, il y a celui qui fait parler tout un pays, Amara Diouf. Un talent pur, une association fulgurante, une situation complexe qui a alimenté rumeurs et débats. Ali en parle avec une honnêteté rare. Il comprend les mécanismes. Il voit comment un jeune peut se retrouver pris dans des choix qui le dépassent. Et il sait surtout combien certains chemins mal guidés peuvent dérailler très vite. Parce que protéger un joueur, c'est avant tout protéger l'enfant derrière le talent. Si c'était mon joueur, moi j'aurais géré le problème autrement. Parce qu'il y a des textes, s'ils étaient bien appliqués par le club, par les parents, par le joueur, il n'y aurait jamais ce problème. C'est peut-être là que commence sa vraie mission. Parce qu'avant qu'il soit agent, Ali avait une autre vie. Ingénieur, cadre et stabilité. Une carrière brillante qu'il a littéralement brûlée pour suivre ce qu'il appelait depuis l'enfance. L'homme peint en jaune et vert devenu viral dans les tribunes était aussi celui qui refuse un transfert à pour laisser un enfant finir le lycée. Celui qui croit qu'on construit d'abord la personne avant la carrière. Mais j'ai dit qu'il n'y va pas parce qu'il préparait son bac. Il faut faire de telle sorte que le jeune puisse avoir une activité qui lui permettra de pouvoir gérer sa vie au cas où il ne peut plus jouer au foot. Aujourd'hui, dans Raconte-moi, il revient sur tout. Les liens, les doutes, les principes, les renoncements et sa volonté de changer les règles du jeu. Voici l'histoire d'Ali Baba et bienvenue dans Raconte-moi. Une histoire qui inspire, un impact qui continue. Vous êtes plus de 90% à regarder nos podcasts et vous n'êtes pas abonné. Si toi aussi, tu crois que l'éducation devrait être valorisée, alors n'oublie pas de t'abonner et de liker pour nous permettre à donner plus de visibilité à notre chaîne. Ali Baba. Ali Baba, plus connu sous le pseudo de Djekou Bouki. Je pense qu'on va commencer par cette question. Tout le monde aimerait bien comprendre d'où vient ce pseudo de Djekou Bouki. Non, Djekou Bouki, c'est quelque chose qui est révoqué déjà. Donc, c'est un nom que j'essaie d'oublier, de faire oublier. Même si, je peux dire que c'est mon identité. Mais en fait, c'était le nom en tant que supporter. Maintenant, c'est l'agent Ali Baba. Donc, mais quand même, je peux expliquer l'histoire de Djekou Bouki et tout. À la base, c'est un ami, Gora, que je salue au passage, qui appelait ma femme Bouki. C'est quand je sortais avec elle il y a 18 ans en arrière. D'accord. Donc, il l'appelait Bouki. Et moi aussi, je l'appelais Bouki, quoi. À chaque fois, quand elle passait me voir, c'était « Ouais, Bouki est là » et tout et tout. Et quand on s'est mariés, j'ai gardé le surnom de Bouki. Je l'appelle toujours Bouki. Même là, je l'appelle toujours Bouki. Et après, par corrélation, le mari de Bouki, c'est devenu Djekou Bouki. Et voilà. Mais c'est Sadio Mané qui a fait connaître ce nom-là. C'est vrai. Sur une vidéo qui a été virale. Ouais. C'était au lendemain de la finale perdue contre l'Algérie en Égypte. Il avait fait une vidéo que j'avais postée, qu'il avait repostée et que la vidéo était virale sur laquelle il disait « Bouki, namonala, c'est mon chéri » et tout ça, en Wolof, quoi. D'accord. Et puis voilà, la vidéo a été virale. Tout le monde commençait à me demander « C'est quoi Djekou Bouki? C'est qui Bouki ?» Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Oui. Il y a mon beau-père au Qatar qui m'a supplié pour que j'oublie ce nom-là. Parce que voilà, il nous faisait... ma fille n'est pas une hyène, donc... faut oublier ce nom. Voilà, j'essaie vraiment, mais ça me suit toujours, parfois même dans les rues de Paris, partout au Maroc, et partout où je passe. Quand je croise des gens, c'est... Hey, Djekou Bouki et tout ça, tu vois. Donc, voilà, quoi. Et puis, voilà, quoi, ça me va toujours. Hein, mais, bon, j'essaie de séparer un peu le pseudo du supporter avec le chapeau et tout. Et mon nom d'agent, mon nom, en fait, normal, quoi. Voilà. D'accord. Il faut que Sadio Mané te paye des indemnités par rapport à ce pseudo qu'il a. Mais, et puis moi-même, sa femme, même, je dois l'appeler Bouki, hein, je pense. Il faut que je l'appelle Bouki aussi pour que tout le monde l'appelle lui aussi Djekou Bouki. D'accord. Mais vous êtes toujours en contact? Oui, Sadio, oui, on est en contact. Bon,
En fait, on n'est pas en contact H24, mais de temps en temps, c'est de petits messages. Salut, ça va, comment ça va, et le travail, et la forme et tout ça. Et puis voilà, quoi, comme ce que je fais avec tous les jours. Donc, c'est souvent de petits messages, des appels et tout ça. Donc, voilà, quoi. On garde le contact. Mais en fait, je ne suis pas son pote à qui il raconte sa vie ou à qui il dit ses secrets, quoi. Oui, je vois. Donc, pour ça, il y a d'autres personnes peut-être qui sont plus proches de lui. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un que je respecte, qui me respecte et puis voilà, qui hésite pas voilà, à venir vers moi chaque fois qu'il me voit, demander mes nouvelles, demander les nouvelles de ma femme et tout. Parfois, voilà, en communication, c'est avec ma femme même que, voilà, que ça se passe. Donc, voilà, il taquine avec tout le monde. Tu vois, Sadio, c'est quelqu'un de très naturel qui taquine avec tout le monde. Donc, C'est vrai. voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que même en dehors, enfin, d'ailleurs, même pas que Sadio Mané, mais je pense qu'en fait, il y a pas mal de joueurs avec qui tu es en contact aussi. Mais ça, c'est lié de votre implication sur l'équipe nationale, du fait que, voilà, on t'a vu plusieurs fois que ce soit à la CAN, que ce soit à la Coupe du Monde, mais toujours devant, à vraiment donner de la force, à pousser tout le monde pour qu'on puisse ramener des victoires au Sénégal. Ouais, en fait, c'est surtout avec les plus jeunes. Les U20, les U18, bon, aussi pour certains, le papa, pour certains, le tonton au grand vie. Donc, moi aussi, il faut qu'ils arrêtent de m'appeler tonton ou papa. Les Amara et tout ça, ils m'appellent père. En fait, ça me rend vieux, quoi. Mais les autres, les Lamine Camara, Ablaye Ndiaye, Lamine Camara de RS Berkane, et puis c'est des gens, en fait, des joueurs qui font pas trop la star avec moi, tu vois. En fait, c'est des petits frères, quoi. C'est des petits frères. Donc, il y a pas mal de joueurs avec qui j'ai cette relation-là. Je suis pas leur agent, je suis pas leur conseiller, je suis pas leur conseiller spécial, même si de temps en temps, il y en a qui me demandent conseil et que j'utilise mon expérience que j'ai eue par rapport à tout mon vécu dans le monde du foot. Voilà, donc je leur donne mes conseils et tout, mais voilà, quoi, c'est des amis, quoi. Des petits frères. Mais ça, je pense, c'est surtout aussi lié à votre humilité, hein, parce que les gens, ils ne le savent pas. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Hein. Il a un CV monumental, mais ça, on y reviendra. Son parcours, son expérience, c'est vraiment un truc incroyable. Ça, on y reviendra et parler par la suite, en fait, de la transition quand vous avez quitté le monde du salariat jusqu'à ce que vous deveniez agent de foot. Et je pense qu'on va recommencer par ce sujet-là. Il y a une décoration, il y a une connotation qui est plus ou moins négative quand on parle d'agent de foot. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, voilà, des joueurs qui se sont fait avoir par d'autres agents de foot. Et j'aimerais bien commencer d'abord. On va commencer d'abord par cette question-là. De nous définir c'est quoi le rôle d'un agent de foot et c'est quoi ses missions. Alors, un agent de foot, pour être court, c'est quelqu'un qui s'occupe du joueur en dehors du terrain. Parce que le foot, c'est le terrain et en dehors du terrain. Donc, le joueur, il montre ses compétences sur le terrain et son agent montre les siennes en dehors du terrain. C'est-à-dire, le joueur aujourd'hui, c'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Parce que le joueur, il y a son environnement, il y a son entourage, il y a son confort et tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit être géré par son agent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le joueur qui il fréquente, surtout pour les plus jeunes, le jeune joueur, qui il fréquente, comment il passe ses journées en dehors du terrain, à quelle heure il va au lit, combien de temps il dort et tout, comment il récupère et tout. Ça, bon, il peut y avoir un autre préparateur qui s'occupe de ça au niveau, en fait, avec le joueur, genre le préparateur physique, un préparateur mental et tout. Mais tout ça, ça doit être coordonné par son agent, qui en quelque sorte son bouclier par rapport au monde extérieur. C'est exactement ça le rôle de l'agent, être un bouclier du joueur par rapport au monde extérieur. Et quand je dis bouclier, c'est dans tous les domaines, la communication, son habillement, je sais pas, son comportement par rapport à l'extérieur, les gens avec qui il a des contacts et tout, voyez un peu. Donc c'est exactement ça le rôle de l'agent. Et essayer aussi, surtout, de voir l'intérêt du joueur. Parce qu'aujourd'hui, l'agent, c'est pas juste que voilà, je le mets dans un club, il joue, il perçoit son argent et puis c'est bon, sans voir ce que le joueur doit devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Un plan de carrière bien ficelé sur lequel
Tu travailles comme un vrai projet sur lequel voilà, tu mets les efforts qu'il faut et que le jour aussi mettre les efforts qu'il faut pour essayer de les hisser vers le haut. C'est exactement ça le rôle de l'agent. C'est quand même pas un rôle très facile parce que des fois, il peut y avoir beaucoup de dérives. Parce qu'en fait, là, tu es un jeune joueur, tu viens de signer un contrat, tu gagnes des millions d'euros. La tentation, très rapidement, il y a la tentation. En fait, tu as envie de profiter de ton argent parce que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Et toi, ton rôle, tu dois gérer tout cela, en fait. Et même son entourage, il faudra quand même faire très attention, faire quelques filtres. On a vu, en fait, le cas de Pogba. Et j'en passe. Donc, c'est pas un rôle donné, quoi. Vous savez, ce qui est le plus compliqué, c'est de gérer un jeune qui a de l'argent ou qui commence à avoir de l'argent ou un jeune qui voit ses potes avoir de l'argent. Ouais. Voyez un peu. Parce que là, s'il a de l'argent, si tu ne fais pas attention, tu peux rester sous son ombre. S'il commence à avoir de l'argent, dès que tu essaies de jouer au garde-fou, il peut dire que lui, il est jaloux ou il ne veut pas que j'avance. Il y a beaucoup de joueurs qui changent d'agent à cause de ça. Parce qu'ils voient que l'agent, ils veulent, par exemple, le joueur veut suivre ce chemin-là, il y a l'agent qui voit ce qui va arriver plus tard et qui lui dit, voilà, là, ce n'est pas le bon chemin, tu vas passer par là. Et voilà, il dit, ouais, ben lui, il ne veut pas que je réussisse, ben je change d'agent. Et il part voir un autre agent. Ça se passe comme ça parfois. Et l'autre cas, c'est quand il voit des jeunes avec qui il est dans le même club ou dans la même équipe nationale ou, je ne sais pas, dans le même quartier, qui ont la chance de signer avant lui. Souvent, ça crée des excitations, souvent, ça crée des problèmes. Parfois même des révoltes entre le joueur et son agent. Ou, voilà, quoi. Ça arrive souvent. Est-ce que tu as eu des cas concrets, sans citer de nom, dans ta pool de joueurs que tu es en train de gérer, certains où tu sais que ça va être très difficile, mais quand même, il a un gros potentiel. Tu sais que lui, vraiment, ce qui lui manque, c'est juste le mindset. S'il a la bonne mentalité, il peut vraiment réussir. Bon, nous, on a la chance d'être un groupe d'agents qui travaillent en amont et en aval sur les profils sur lesquels, avec lesquels on travaille. Donc, par exemple, là, je peux dire tous les jeunes, parce que nous, on a opté plus pour les jeunes. Tous les jeunes qu'on gère, c'est des jeunes qu'on maîtrise. On maîtrise leurs parents, on maîtrise s'ils sont dans des clubs ou des académies, on maîtrise. En fait, on a une bonne relation avec tous ceux qui entourent ces jeunes-là. Et on ne leur vend pas un projet, je dirais, titanesque. On leur vend un plan de carrière. Donc moi, par exemple, il y a des joueurs, il y a un jeune qui est là, qui est dans un club en France. L'année passée, j'avais une offre dans un pays à côté, mais j'ai dit qu'il n'y va pas parce qu'il préparait son baccalauréat. Donc sa mère, bon, elle n'était pas très contente et tout, mais voilà, quand je lui ai expliqué, que j'ai expliqué à son père, je lui ai dit, voilà, le jeune, il ne bouge pas tant qu'il n'a pas son bac. Voilà, là, il a son bac et maintenant, on a commencé à chercher des opportunités pour lui. Et là, si on trouve une opportunité qui matche avec son profil, il n'y a pas de souci, il pourra y aller. S'il le faut, s'il va faire même des études en correspondance ou en remote, il n'y a pas de souci, il pourra le faire, mais déjà, il a son bac. Parce que aussi, ça fait partie du rôle de l'agent. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie des instructions que la FIFA donne quand il gère un jeune. Quand je dis un jeune, c'est surtout un mineur ou un joueur qui vient juste de sortir de la minorité. Il faut faire de telle sorte que le jeune puisse avoir une activité scolaire ou professionnelle qui lui permettra de pouvoir gérer sa vie au cas où il ne peut plus jouer au foot. D'accord. Mais pratiquement, il y a beaucoup de jeunes, leur agent, il ne gère pas cela. Mais nous, on prend vraiment tout ça en compte. Si on a des jeunes qui sont en même temps à l'école et tout, on essaie de suivre partout. On essaie de voir est-ce que, voilà, il se débrouille bien à l'école et tout, comme ça. Plus tard, si ça ne passe pas, parce qu'il faut dire la vérité, dans le foot, sur 1000 jeunes, il y a moins de 10 qui vont réussir, qui vont signer des contrats pro. Donc, s'il ne fait pas partie de ces 10-là, qu'il y ait un plan B
pour pouvoir subvenir à ses besoins et gérer sa vie. Ça veut dire qu'en fait, on ne construit pas seulement la carrière du joueur, mais on construit même sa vie. C'est-à-dire anticiper le futur. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. On a vu des cas de joueurs, par exemple, qui, au cours de leur carrière, qui ont connu des blessures. Et ces blessures-là, en fait, ça les arrête de suite. Et certains, pour faire la reconversion, c'est pas facile quand même. C'est pas simple. Ça prend du temps. Ouais, ben, au fait, par exemple, si je donne mon cas, moi quand j'étais plus jeune, je jouais au foot et tout. J'étais dans une académie, mais si je m'étais arrêté qu'au foot, là, ce serait très compliqué. D'accord. Mais je faisais tout pour avoir la balance au juste milieu entre le foot, les études et tout. Et après, quand j'ai compris que pour des raisons peut-être de santé que je ne pouvais pas continuer au foot, ben, j'ai carburé dans les études. Et c'est ce mindset-là que j'essaie d'avoir avec les jeunes, même si je ne les gère pas, des jeunes avec qui je discute, parce que je discute avec beaucoup de jeunes, surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. J'essaie de répondre au maximum. Et souvent, c'est des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Parfois, c'est même des femmes qui me contactent pour conseiller leurs enfants qui jouent au foot et tout. Pas plus tard que ce matin, c'était le cas. Une dame, tu ne peux pas être l'agent de tout le monde, mais tu peux être le conseiller du maximum possible. Et j'essaie d'être le plus généreux possible en conseil. Et les parents, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont assez coopératifs quand même quand vous signez les contrats? Comment ça se passe? Les parents, c'est souvent, surtout pour les joueurs africains, les parents, c'est souvent le problème. Hein. Ah ouais? Parce que voilà, la plupart des parents, ils sont pressés, pour la plupart. Parfois même, il y en a qui ne veulent pas trop attendre. Alors qu'une carrière de joueur, c'est tout un processus. Surtout pour un joueur qui a 14, 15, 16 ans. Si tu veux, le mettre dans un club, il faut qu'il soit excellent, top du top, crème de la crème. Et malheureusement, souvent, les parents qui te contactent, leurs enfants ne sont pas à ce niveau-là. Donc, ils sont à un niveau à peu près, moins. Et il faut que tu essaies de les aider pour qu'ils atteignent ce top-là, qu'ils atteignent cette élite-là, pour pouvoir les ventiler ou les mettre dans des clubs ou bien les mettre avec d'autres agents qui pourront travailler avec eux dans des pays où toi, tu ne travailles pas ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais les parents, parfois, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Mais moi, sincèrement, les jeunes avec qui je travaille, ils ne sont pas nombreux, les jeunes, mais leurs parents, c'est vraiment... Il y en a même leurs tuteurs ou leurs oncles ou trucs, ils deviennent même des conseillers pour moi-même. Parfois même, voilà, ils m'assistent sur des dossiers sur lesquels je leur demande leur avis. Parce que souvent, les tuteurs, c'est des gens qui connaissent le foot, qui sont dans le foot. Des anciens coachs ou des gens qui sont vraiment dans le milieu du foot, qui ont jeunes, qui a du potentiel, qu'ils veulent accompagner et qu'ils cherchent un agent qui va les accompagner pour ces jeunes-là. Parce qu'en fait, ça me fait rebondir sur le cas d'Amaro Diouf. On avait vu l'histoire qu'il y avait eu, le litige qu'il y avait eu entre sa famille et Génération Foot. Dans ces genres de situations-là, où il y a vraiment un litige entre les parents et le club, c'est quoi le rôle de l'agent pour vraiment essayer de gérer tout ce qui se passe autour? Alors, moi, sur cette question, je commencerai par demander aux parents de laisser les agents et les coachs travailler. Parce que souvent, c'est des parents qui te donnent un jeune, qui donnent leur enfant, et qui derrière veulent jouer ton propre rôle. C'est valable pour les agents et c'est valable pour les coachs aussi. Il y a, je peux dire, concernant le cas Amara, moi je dis que c'est plutôt un problème de communication. Ses parents et le club. Parce que je ne sais pas ce qui a été signé entre eux. Je n'ai jamais vu son contrat et tout. C'est un jeune avec qui je parle beaucoup. D'accord. Et sincèrement, depuis qu'il y a eu ce problème, on n'a jamais abordé ce sujet-là parce que je me dis que voilà, je n'ai pas à voir ce qu'il y a dedans. Il a son agent, il a son club, il a tout. Et voilà, je ne vais pas jouer un peu le rôle de journaliste. Si c'était mon joueur, moi, j'aurais géré le problème autrement parce qu'il y a des textes qui... s'ils étaient bien appliqués par le club, par les parents, par le joueur, par l'autre agent qui est entré dans la course et par l'autre club et tout, si c'est des textes qui, s'ils étaient bien appliqués, il n'y aurait jamais ce problème. Parce qu'un parent,
quand il donne un joueur à un club, il n'est plus le parent du joueur. C'est le club qui est le parent du joueur parce qu'ils ont signé un contrat. Après, je ne sais pas, les contrats des jeunes, comment ça se passe au niveau du Sénégal. Mais, en fait, il y a pas mal de points qui n'ont pas été très clairs dans cette histoire et que je n'ai pas vraiment voulu entrer dans les détails pour... Oui, je comme comprends. c'était pas mon genre. Mais de toute façon, je pense que de les deux côtés, chacun en fait voulait le bien d'Amara. Et moi, ça me fait rebondir sur un autre sujet, même du fait que est-ce que avoir un joueur et que ses parents qui sont ses propres agents, est-ce que c'est vraiment une bonne option? Parce qu'au final, j'ai comme l'impression que les émotions peuvent prendre le dessus, tu vois. Parce que tu te dis, c'est mon enfant, je vais le protéger, je vais le mettre dans une bonne situation. Et au final, on oublie tout ce cadre contractuel qu'il y a autour. Et ça peut porter préjudice aux joueurs. Enfin, je prends juste le cas de Rabiot. Après, bon, je ne maîtrise pas bien, comme tu le disais tout à l'heure, le contrat, ce qui se passe dans le contrat. Mais je trouve que Marseille, il aurait pu peut-être gérer autrement. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, bon, je vais l'expliquer de manière très terre à terre. Les joueurs, c'est des marchandises, qu'ils m'excusent, hein, c'est des marchandises. Donc, vous voyez un peu la différence entre quand c'est toi qui gères ta boutique, bon, disons ton fast-food. Ouais. Quand c'est toi qui gères ton fast-food, quand tu as faim, tu manges. Quand tu as des restes, tu manges. Parfois même, il arrive que tu n'as même pas faim, mais tu as quelques frites, tu prends, tu manges. Donc, tu t'en fous, pardon du mot, excusez-moi du mot, tu t'en fous un peu. Si ça ne marche pas, ça va dans ton ventre. C'est pas pareil que quand tu emploies je sais pas, quelqu'un qui va gérer ce restaurant-là. D'accord. Parce que lui, il va gérer le restaurant, il a des chiffres à faire, il a des comptes à te rendre et tout. C'est pareil. Quand tu gères ton propre fils, quand il fait des chichis, tu risques de te ranger derrière lui. Bon, on a vu je peux pas citer des noms, on a vu des joueurs qui sont gérés par leurs parents et qui ont eu des problèmes avec leur club et que les parents attaquent le club direct. Ouais. C'est pas pareil que quand tu confies ton enfant à un agent qui connaît le métier. Parce qu'aussi, il faut connaître le métier. Le métier d'agent, c'est pas... Souvent, tu vois des gens, ouais, je suis agent. Le métier d'agent, c'est pas... En fait, c'est pas facile. Ouais. En fait, c'est des données que le joueur, lui, il maîtrise pas. Ceux qui sont dans le monde extérieur, ils maîtrisent pas. Il y a que l'agent et je peux dire les directeurs sportifs, ceux qui sont dans le milieu qui peuvent maîtriser cela. Parfois, tu vois un joueur qui est excellent comme un latéral ou bien qui est excellent comme milieu de terrain et qui n'arrive pas à trouver le club. C'est juste parce que tous les clubs à qui l'agent propose ce joueur-là, leur système de jeu diffère et que le profil que le joueur est là, il peut matcher sur un système, mais il ne matche pas sur les 3 autres systèmes, alors que l'équipe, il joue 4 systèmes différents par rapport au match, par rapport à l'adversaire et tout. Donc, ça se passe comme ça. En fait, c'est au niveau de notre agence, on a quelqu'un qui, une fois qu'on nous propose un joueur, il regarde le joueur, il regarde ses vidéos, il regarde toutes ses données et tout, et il nous dit, voilà, tel club, si on le propose à tel club, il pourrait être intéressé parce qu'il joue ceci, son profil colle à ça et ça et ça. Tel club, il ne va pas coller, ainsi de suite. C'est tout un ensemble de points qu'il faut voir avant de proposer les joueurs et pour avancer là-dessus. Ça nous fait basculer directement sur ce sujet, sur Eman Sport. Parce que vous parlez que dans Eman Sport, voilà, vous analysez ou autre. Et toi, tu fais partie des fondateurs de Eman Sport. D'où ça vient cette structure? Comment vous l'avez constituée et pourquoi? À la base, Eman Sport, je l'avais créé seul. Mais j'ai pas été seul. J'ai été seul pendant que le premier mois. Hein. Après, il y a eu d'autres agents avec qui, un autre agent, Habib Fam, qui est un excellent agent aussi. D'accord. Et voilà, quand on essaie de ramper, en fait, d'essayer de le bercer, d'essayer de le faire grandir comme notre bébé. Et espérons que d'ici peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, qu'on puisse être dans le haut niveau, quoi, dans le très haut niveau.
quand je dis dans le très haut niveau, c'est des joueurs à millions d'euros, hein, pas... Non, moi j'ai confiance, je pense que ça va le faire. Parce que voilà, vous êtes quelqu'un de très impliqué dans le foot, vous êtes déjà un passionné, donc dès qu'il y a, la passion, je pense que... Mais c'est ce qui trompe beaucoup de gens. Hein. En fait, avoir des relations avec les joueurs, avec les coachs, avec tout ça, là, ça ne fait pas de toi un agent qui peut faire des deals. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens. Bon, ils sont pros, ils te disent, ouais, bon, même avant que j'ai ma licence, hein, il y en a qui te disent, ouais, vas-y, fais ta licence, quand tu l'auras, je te mets dans tel club, je te mets en contact avec le directeur sportif de tel club et tout. Mais après, en fait, ça ne le fait pas. Mais aussi, je les comprends aussi, quoi, parce que parfois, ce n'est pas très facile de mettre en contact des gens et tout, surtout, tu ne sais pas la personne, ce qu'il va faire plus tard et tout. Mais bon, voilà, quoi. Nous, on essaie de voler de nos propres ailes et on essaie de faire le maximum pour entrer dans le cercle restreint des agences de haut niveau, de très haut niveau. Mais comment c'est né cette passion-là sur le foot, sur l'environnement du foot? C'était quelque chose qui est venu naturellement ou tu l'as vécu quand tu étais petit? Comment c'est venu? Comment c'est arrivé pour toi? Bon, moi, je suis né à Sampaté, à Thiès. Déjà, à Thiès, quand tu dis Sampaté, c'est un quartier de foot. D'accord. Ensuite, voilà, depuis tout petit, 7 ans, j'ai été dans des écoles de foot et tout. Il y a pas mal de joueurs qui ont réussi dans le foot. On était ensemble en petite catégorie et tout. Ensuite, l'autre, vous savez, quand j'avais 8 ans, devant la porte de ma chambre, je m'étais fait écrire « Bienvenue au Parc des Sports », au Parc des Princes. D'accord. Ouais, c'était le PSG d'avant, quoi, d'avant le Qatari et tout. Donc, voilà. Et ensuite, après ça, j'ai été très tôt intégré les activités sportives dans le quartier. D'accord. J'ai été secrétaire administratif de notre ASC à l'âge de 16 ans. D'accord. Donc, à 16 ans, tout Thiès me connaissait déjà. Et je maîtrisais les règles, le règlement, les textes et statuts de l'ONCAV à la lettre. Des ASC d'à côté, ils venaient me voir pour écrire des réserves et tout. D'accord. Les licences, je maîtrisais tellement. Tu me dis un jour, je te dis, ce joueur, il est né tel, voilà son numéro de licence, tac. J'avais toutes les infos sur tous les joueurs qui étaient à Thiès. D'accord. Tu vois. Ensuite, voilà quoi. Ensuite, je vivais vraiment le foot. À 10-12 ans, je partais à tous les matchs de l'US Rail, que ce soit à domicile et à l'extérieur. D'accord. Un peu. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait l'examen de prytanée militaire, parce que j'ai été faussé par une voiture 3 jours avant l'examen. J'étais le candidat phare de notre école. Et 3 jours avant l'examen, j'étais à un match, c'était Giraffe US Rail. Après le match, je suis sorti, j'ai été faussé par une voiture et j'étais inapte. Ah ouais, dommage. Donc après ça, il y avait aussi, j'ai commencé à suivre l'équipe nationale partout. Ma première Coupe d'Afrique, c'était en 1992 au Sénégal. J'étais ramasseur de balles. D'accord. Je me rappelle bien, il y a un match, on nous avait dit, si le Sénégal marque, il ne faut pas jubiler. Ah ouais, pourquoi? C'était Sénégal-Kenya, parce qu'on était ramasseur de balles. Fallait pas, comment dirais-je... montrer sa joie. Voilà, montrer sa joie. Mais je pense que c'était Bokandé. Ouais, quand Bokandé, il a marqué, je pense même, il y avait une séquence sur... je ne sais plus, c'était Sport du dimanche, je ne sais plus quelle émission qui passait sur RTS. On me montrait en train de... Ah oui, ok. D'accord. Bon, on va aller courir derrière pour aller vers là où Bokandé, il jubilait, il célébrait. D'accord. Ouais. Et j'ai aussi une autre anecdote sur ça. C'était le premier jour du match de Sénégal 92, le premier jour, match d'ouverture. C'est le Sénégal qui devait jouer le match d'ouverture contre le Nigeria. Et ma mère a accouché le matin. Donc voilà, c'est ma petite sœur, elle est là maintenant, c'est une grande dame. Hein. D'accord, ok. Donc, au moment de monter dans le car pour aller
pour aller au stade, il y avait des camarades qui ont fait « Marem, lui, sa mère a accusé ce matin, il ne doit pas y aller. » Bon, si tu vois comment j'ai regardé le pote là. Mais heureusement, je suis parti. Après, voilà, on a perdu 2-1 contre le Nigeria. Mais le match, c'est comme si c'était hier. Je revois toutes les images. Hein. Sénégal, Nigeria, Sénégal, Kenya et tout ça là. C'est vite fait. Ouais. Ensuite, voilà, après, j'ai continué à être dans une école de foot et tout, où j'ai connu des gens comme Damdoy, ancien international. Okay. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai eu un accès à l'équipe nationale. Si aujourd'hui je connais les Sadio et tout ça, c'est grâce à Damdoy. D'accord. Parce que voilà, quand il était en équipe nationale, parfois quand l'équipe jouait je venais juste d'arriver en France. Quand l'équipe jouait en France, il m'appelait, je viens au regroupement, à l'hôtel, à l'entraînement pour le voir et tout. Et après, il m'a présenté les Ghana. Ghana, il y avait Papis Djilabodji, il y avait Papis Demba Cissé, Bouno Koundoul, Sadio Mané et tout ça. C'est lui qui m'a présenté à ces jours-là. Mais après, il y a eu une relation qui s'est créée entre Sadio et moi parce qu'on communiquait beaucoup, lui et moi. On communiquait beaucoup. Et du coup, finalement, j'ai connu même des membres de sa famille avec qui je communique beaucoup. Hier seulement, je discutais avec son cousin et tout. Donc, ça s'est créé comme ça. Et puis, voilà. Après, ça a été une continuité avec les jeunes. Les jeunes qui sont actuellement là en équipe nationale, les Lamine Camara, le RS Berkane, que j'ai connu à travers notre ami Moussa Sarr, et aussi les autres, Fatih qui est maintenant notre joueur, qui est joueur chez Iman Sport, que j'ai connu aussi à travers ces matchs-là où je partais. Ensuite, il y avait le staff qui m'avait vraiment ouvert les portes, que ce soit le staff de l'équipe A, que ce soit le staff de l'équipe locale, les U20, les U17. Il y en a même qui pensaient que je faisais partie du staff parce que j'étais tout le temps avec eux, je mangeais avec eux, je buvais avec eux, j'étais dans le même hôtel qu'avec eux et tout. Et voilà quoi. Donc, et puis voilà, il y a pas mal de gens qui sont dans l'environnement du football sénégalais avec qui j'ai eu de très bonnes relations, que ce soit dans la fédération, dans la Ligue Pro. Et voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait naître aussi l'idée de devenir agent. Vous étiez un bon joueur quand tu étais petit ou bien? En tout cas, je mettais de belles passes. Hein. Non, actuellement, si j'avais... actuellement, si j'étais au milieu de terrain et que j'avais, par exemple, un Ismaël Assar, un Nicolas Jackson, dans les côtés, il allait marquer des dizaines et des dizaines de buts. Parce que moi, je jouais... En fait, très tôt, j'ai eu ce style de jeu-là, jouer dans les espaces, très tôt. Et toutes mes passes, c'était des bijoux. Hein. Ah ouais. Et passes là. Numéro 10. On m'appelait Thomas Brolin. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un Suédois. Il a été le top player de la Suède dans les années 93, 94, comme ça. D'accord. Ouais. Okay. Mais là, il y en a qui m'appellent Brolin. Hein. Brolin, ok. Mais à côté de ça aussi, vous faisiez aussi vos études en parallèle. Oui, je faisais mes études. Donc, quand j'ai su que le football, ça pourrait... Ensuite, dans notre famille, on donne une place très importante aux études. D'accord. D'ailleurs, les gens de notre quartier ils disaient que nous, on était des doués, quoi. C'était la famille des doués. Il y en a qui disaient, l'examen là, pas la peine de faire l'examen parce que lui, il va réussir. Il parlait de moi, de mes frères, de mes sœurs et tout. À l'école où j'étais, parfois je taquine Touli, je ne sais pas si vous le connaissez, Touli qui faisait la comédienne là qui était ouais. Parfois je l'attaquais, je lui dis voilà, j'étais la star de votre école en primaire parce qu'on était tout le temps ensemble, on était dans la même classe, on partait ensemble à l'école et tout. Et tableau d'honneur, c'était voilà, CI c'est la famille, CP c'est la famille, C1 c'est la famille, C2 c'est moi, CM2. Tout le tableau d'honneur en tête de liste c'était la famille. Donc après, on laissait les autres places pour les autres. Tu vois. Donc après, voilà, il y a les études. Ensuite, il y avait, quand on était petit, la famille,
c'était pas top. Donc, je voyais que voilà. Et à cette période, je voyais des gens qui habitaient dans le quartier, qui avaient réussi dans les études, qui devenaient des magistrats, qui devenaient des personnes connues dans l'administration et tout. Et je me disais, voilà, il faut que je fasse comme eux, comme ça, je vais construire une maison pour ma mère, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ouais, un peu. Ma mère, elle me rappelle tout ça. Elle me dit, ouais, quand tu étais petit, tu me disais que tu vas m'amener à la Mecque, tu vas me construire une maison, tu vas m'acheter une voiture et tout. Et machallah, tu es en train de faire tout ça, et tu vois. Et voilà, j'ai pas mis les études à côté pour jouer au foot. Parce que bon, j'étais pas le top player du groupe. Hein. D'accord, ok. Si tu vois, les top players, même de notre groupe d'enfants, c'est pas eux qui ont réussi dans le foot. Mais par exemple, pour Damdoy, c'était celui qui était le plus travailleur. Mais derrière, il y avait les Abdoukhar, les Zidou, les Kibili, des gens qui étaient des gens qui étaient les Ulgassama quand on était jeunes là. Là. D'accord. On parlait de partout à Thiès, partout même hors de Thiès et tout. Et voilà, après j'ai continué les études. Le football n'a pas marché, j'ai continué les études. Après voilà, ma vie c'est comme une labyrinthe. Quoi. D'accord. Jeu de dames. Football, études, football, et puis voilà. Ok. Par la suite, vous êtes venu en France, mais ça, c'est grâce aux résultats que vous avez obtenus à l'école, vu qu'en fait, vous étiez un excellent élève. Non, pas exactement ça, parce qu'avant que je vienne en France, j'ai travaillé pendant 5 ans. Hein. Moi, je suis venu en France étant vieux déjà. D'accord, ok. Parce qu'en fait, j'ai fait mes études à Thiès, de l'école primaire jusqu'en classe de terminale. J'ai eu mon bac. Je suis parti à l'UQAD, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, il y a eu une école privée informatique qui venait d'ouvrir à l'UGB. Il y a mon frère qui me propose d'y aller. Je lui ai dit, allez, on y va. Donc, je suis parti à l'UGB. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai eu un diplôme d'ingénieur en conception et développement de systèmes d'information. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, automatiquement, il y avait une boîte mauricienne, en fait, des Mauriciens et des Australiens qui m'avaient vu, qui m'ont pris, qui m'ont amené à l'île Maurice pour un stage. Ensuite, après le stage, ils m'ont mis direct en CDI comme front office administrateur et responsable d'exploitation pour Shell West Africa. Donc, j'étais tout jeune, hein, j'avais, je pense, 26 ans. Hein. D'accord. Donc, je gérais tout ce qui était... j'étais responsable d'exploitation pour tout ce qui était Shell Sénégal, Cap-Vert. Et je faisais aussi un peu des navettes pour Shell Maroc et d'autres pays que je gérais en remote. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Mais après, je suis venu en France pour des vacances. Et j'ai vu des anciens potes avec qui j'étais à l'UGB qui étaient dans de belles boîtes. D'accord. Donc voilà, j'ai dit, écoute, je rentre au Sénégal, je prends mes affaires, je reviens en France. Je vais étudier. Donc j'ai arrêté mes études. J'ai laissé ma femme là-bas. On venait juste de se marier. D'accord. Donc je l'ai laissé là-bas. J'ai demandé des inscriptions en Master 2, ingénierie informatique. Donc j'ai eu automatiquement trois écoles qui m'avaient accepté. La Rochelle, pour faire ingénierie aéronautique. Il y avait l'école supérieure d'informatique de Paris, où je devais continuer la conception et le développement de systèmes d'information. Et il y avait l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, où je devais faire l'informatique mobile et répartie. Donc, quand je suis venu, j'ai dit, allez, je vais à l'UTBM. Je suis parti à l'UTBM, voilà, j'ai commencé les études là-bas, mais c'était fou le début, hein, parce que j'étais resté 6 ans sans étudier. 6 ans. J'arrive, je trouve des jeunes qui conçoivent déjà des jeux vidéo et tout. J'ai dit, non, là c'est moi, il faut que je rentre. D'accord. Il m'arrivait de rester dans ma chambre, de pleurer comme un gamin parce que je voulais rentrer. Alors que j'avais presque la trentaine. J'appelle ma femme, elle me dit, c'est toi qui as décidé de partir. C'est toi qui as décidé de reprendre tes études. Tu vas reprendre tes études. Tant que tu n'as pas ton diplôme, tu ne rentres pas. Il a appelé un de mes cousins qui est genre un oncle pour moi. Elle lui a dit la même chose. Et l'oncle, il m'a appelé, il m'a bien savonné. Je dis, OK, imagine-toi, je laisse ma femme, une grande chambre, un grand lit et tout. Je viens, je dors
limite un dortoir, quoi. Ouais, c'est les Et à chambres de l'UTBM, c'est pas comme les universités parisiennes où tu peux sortir, aller en boîte et tout ça. Là-bas, tu trouves que des scientifiques. Il n'y a que de la science. Les 2 bâtiments que tu vois, c'est l'université General Electric ou bien l'usine de Citroën. Tu vas nulle part, tu étudies. Et même le campus se trouve en face de la faculté. Genre, tu sors de la classe, tu vas chez toi. Tu sors de chez toi, tu vas en classe ou à la bibliothèque. Après, au début, j'étais vraiment un peu en retard par rapport à... Parce que déjà, j'étais arrivé un peu en retard. Donc, j'étais en retard par rapport aux autres étudiants. J'ai failli abandonner et il y a un ami, c'est un Camerounais qui m'a pris qui m'a dit, écoute, là, comme tu es déjà là, écoute, on va travailler ensemble, tu vas t'en sortir. Dermas, il s'appelle Dermas. D'accord. Donc lui, il a pris la responsabilité de me prendre sous ses ailes pour que je puisse rattraper les autres étudiants. Donc chaque jour, on était en classe jusqu'à 17-18 heures. Après, on continuait chez moi jusqu'à 21h, 22h. Il avait acheté un vélo rien que pour ça. Après, il pédale, il rentre chez lui. Le lendemain, pareil. Il m'a mis à jour par rapport à tous les projets que j'avais ratés. Tout. Après, voilà, j'ai commencé à prendre le train en marche. Après, on s'était séparés d'options. Lui, il était en recherche, il continuait en recherche. Moi, je suis parti en professionnel. Et je suis sorti majeur de la promo. Tu vois. Après, juste après, j'ai commencé à travailler à Paris. En fait, j'ai fait un stage à Paris. Après, j'ai eu un CDI. J'ai travaillé à Paris pendant 4 ans. Et voilà, j'ai été piqué par la mouche de Back to Galsen. Et j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Ouais. Donc, j'ai tout abandonné ici. Je suis rentré au Sénégal. Mais 7 mois après, j'en ai eu ma claque. Je suis revenu en France et j'ai ramené ma femme et tout. Donc, voilà. D'accord. Et finalement, voilà. Ça fait une très bonne transition. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé votre CV. Je suis parti sur les expériences que tu as eues dans le passé. Mais votre CV, il est juste monumental. Mais quand je dis monumental, les gars, il est juste monumental. Mais en fait... Parce que nous, on te voit aller avec les supporters, avec beaucoup d'humilité, en train de pousser à fond l'équipe nationale, en train de rigoler avec tout le monde. Mais en fait, quand j'ai vu en fait vos expériences, j'ai dit mais attention, Ali, c'est pas votre collègue en fait, les gars, attention. C'est pas votre collègue. Je vais juste en citer quelques-uns pour ne pas tout citer parce qu'il y en a énormément. Tu as été consultant, Scrum Master, développeur web, c'était avec Groupe Ideal, c'est ça? Ideal Sport. Pourquoi je dis sport? Ideal Consulting, ouais, c'était c'est au ça. Sénégal, ouais. Tu as été aussi chef de projet validation, automatisation chez Orange. Tu as été aussi Customer Success Manager aussi. Ouais, chez Bouygues et chez un concepteur robot, 8B. Ouais. Et aussi, mais il y en a beaucoup. Tu as été ingénieur, développeur mobile pour Profil Technologie. Tu as même travaillé en Ile-Maurice, ça tu le disais tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup en fait. Je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a plusieurs. Mais comment on arrive vraiment à construire une telle carrière? Mais comme je te dis, les études dans la famille, c'est une religion. Et ensuite, j'ai comme modèle un de mes grands frères qui est actuellement professeur à l'université Gaston Berger. C'est grâce à lui que j'ai appris à bien parler anglais. À parler couramment anglais parce qu'il est prof d'anglais et il était prof de African Civilization aux États-Unis. Donc toutes nos communications, on essaie de les faire en anglais et tout. Jusque-là, même avec sa femme, on parle toujours anglais et tout. Ma femme, elle est jalouse quand elle m'entend parler anglais avec sa femme. Et je me disais et jusque-là, c'est ce plan de carrière-là que je me suis toujours fixé. Là, j'avais juste fait un break pour avoir ma licence FIFA, mettre sur pied l'agence, la faire grandir, mais après, peut-être je mettrai en parallèle mon expérience en informatique. Peut-être même mettre sur pied, je sais pas, ma propre boîte en informatique, parce que voilà, ça peut le faire. Mais pour le moment, je suis dans le foot. D'accord. Ouais. Et de toutes ces expériences, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont vraiment marqué? Alors, je peux dire mon expérience chez Profil Technologie.
Parce que là-bas, bon, il y avait du top et du vrai flop. J'avais un responsable N+1 avec qui je ne m'entendais pas très bien et avec qui j'avais souvent des problèmes. Parfois, il m'arrivait de me cacher pour pleurer alors que j'étais un gros gaillard. Parce que le gars, voilà, il ne me pardonnait rien. Mais derrière, il y avait la directrice qui m'aimait beaucoup, avec qui j'avais de très bonnes relations. Et chaque fois que j'avais un problème, c'est elle qui me suppliait de revenir, de me calmer et tout. Et même quand je devais quitter, elle n'était pas trop heureuse de me voir partir, mais je devais rentrer au pays. Et je lui avais vendu, comment dirais-je, l'idée comme quoi il faut que j'aille retrouver ma femme que j'ai laissée là-bas pendant des années, pendant 5 ans. Donc, il faut que j'aille vivre avec elle. Je n'arrive pas à la faire venir en France et tout, donc il faut que j'aille vivre avec elle. Et elle était contente pour ça. Elle m'a offert mon MacBook, elle m'a offert le téléphone que j'avais, tout le matériel que j'avais pour le travail, elle m'a tout offert. Et puis, voilà, on garde toujours le contact, on discute toujours et tout. Donc, voilà. Et puis, voilà, quoi. Et après, il y a eu d'autres gens que j'ai connus dans le domaine professionnel, avec qui j'ai toujours de très bonnes relations. À Shell Sénégal, quand j'étais à Shell Sénégal, quand j'étais à Shell Maroc et tout. Des gens chez qui, par exemple, quand j'arrive à Casablanca, il y a un pote avec qui j'ai travaillé à Shell Maroc. Quand j'arrive à Casablanca, c'est la première personne que j'appelle. On se voit et tout, donc voilà, quoi. D'accord. Ouais. Et cette expérience-là que vous avez eue, comment ça vous aide par rapport à votre nouveau rôle en tant qu'agent de foot? Alors, il y a le rôle de Customer Success Manager. C'est le dernier rôle que j'ai occupé avant d'être viré. Hein. Pourquoi? En 2022 et 2023, je peux dire c'est à cause de l'équipe nationale que j'ai été viré. D'accord. Parce que j'avais épuisé mes congés. J'avais fait presque 60 jours de congés sans solde. Parce qu'il fallait que je parte à tous les matchs de l'équipe nationale. D'accord. Donc, quand je partais tout le temps, parfois même au CHAN, les matchs de premier tour du CHAN, je travaille jusqu'à midi, je prends l'après-midi, direction aéroport, je pars, j'arrive, je vais direct au stade. Après le match, j'essaie de revenir à Paris la nuit ou le lendemain. À un certain moment, je ne pouvais plus parce que les matchs étaient très proches. Donc, je restais là-bas, je faisais des congés sans solde. Après, la boîte devait déménager. Il devait proposer à certains... Une rupture conventionnelle? Oui, une rupture conventionnelle. En fait, un licenciement économique. D'accord, ok. Oui. Et j'étais en tête de liste. Et pourquoi? Ils m'ont dit, tu t'absentes trop. Il n'y a que ton équipe nationale qui t'intéresse. Donc, voilà, quoi, ciao. J'ai dit, OK. Après, voilà, je pense que c'était un mal pour un bien. Parce que c'est un licenciement qui m'avait permis de préparer mon examen d'agent de joueur. Toute une année au chômage, je ne faisais rien à part préparer mon examen. Le matin, je me réveillais, j'étais sur les documentations FIFA. À midi, je mange, je me remets dessus. Le soir, étude de cas. J'avais fini toute la documentation FIFA à 2 reprises. Donc, je l'ai fini, je l'ai repris, je l'ai fini et j'ai lu presque 80% des procès-verbaux du tribunal du football. Incroyable. Parfois, je tombais sur des procès-verbaux de joueurs sénégalais qui ont des problèmes avec leur club, qui ont des problèmes avec d'autres clubs, ainsi de suite. Donc, tous ces procès-verbaux, il fallait que je lise, que je sache quel a été le problème, quelle a été la solution proposée, quelles sont les jurisprudences qui ont été utilisées pour régler ce problème, ainsi de suite pour résoudre ce problème, comment ça a été usé, qui a eu gain de cause, pourquoi il a eu gain de cause et tout. Et tout ça, ça permet un jour dans le futur, quand un de tes jours sera dans cette situation, tu sauras que voilà, telle année, il y a tel jour qui a eu un problème avec tel club. Quand ils ont porté plainte, la FIFA a utilisé tel et tel article pour traiter le dossier, telle jurisprudence pour traiter le dossier. Et ça te permet d'être rapide. Et aussi, ça te permet de pouvoir expliquer aux éventuels avocats que tu pourras avoir le problème de manière très claire et de les guider sur quoi. Parce que souvent, c'est des avocats qui ne maîtrisent pas les textes du foot.
Donc, il faut que tu leur guides, il faut que tu leur donnes une documentation sur laquelle ils vont se baser pour te défendre, pour défendre ton joueur. Et aujourd'hui, vous êtes devenu agent de foot. C'est votre activité exclusive. Qu'est-ce que ça change par rapport à votre quotidien? Alors, ça me prend beaucoup de temps. Ah oui? Ouais. Et puis, parfois, ça peut un peu changer les comportements que tu peux avoir par rapport aux gens. En fait, parfois, je comprends certains gens quand ils sont un peu arrogants. C'est pas qu'ils sont arrogants. C'est juste qu'ils veulent qu'ils soient respectés. D'accord. Et moi, je dis ça, c'est surtout par rapport aux jeunes joueurs qui te proposent, par exemple, leurs vidéos et tout ça. Il faut aussi qu'ils le fassent de manière professionnelle. Parce qu'il y a... En fait, l'agent, si tu veux qu'il travaille avec toi, c'est à toi de montrer bonne impression. Ouais. Mais si tu me balances des vidéos dans une salle de musculation, vraiment, j'en ai rien à faire. Faut qu'on le dise, quoi. En fait, c'est pas être arrogant. Et ça m'a permis de me rendre compte que moi-même, avant, je faisais cette erreur-là. Et c'est pour ça que je le pardonne aux jeunes. Parfois, on t'envoie des vidéos qui te donnent vraiment envie d'aller plus loin avec le joueur. Et c'est ces genres de vidéos-là que tu partages avec les directeurs sportifs qui te disent « Il est où le gars ?» La semaine passée, on m'a envoyé des vidéos que j'ai envoyées à un club qui est en Espagne. Automatiquement, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Podemos organizar una llamada para este juego. Direct. Je dis, il n'y a pas de souci. Là, on doit s'organiser pour faire un appel et discuter du joueur pour voir est-ce qu'on pourra collaborer sur ce joueur-là. Parce que sa vidéo est propre, son jeu est propre et tout est bien fait. Tout est bien fait. Là, ça aide l'agent. C'est pas la même chose quand on te donne des vidéos où tu dois chercher le joueur parmi les 22 qui sont sur le terrain. Ça, tu me donnes ça, je ne peux pas le partager parce qu'il y a ma crédibilité qui est en jeu au niveau du club. Aujourd'hui, il y a des clubs, ils peuvent commencer à te faire confiance, mais tu leur envoies du n'importe quoi, ils vont dire, lui, c'est un blagueur. Et ils te zappent direct. Tu les appelles, ils ne vont plus prendre. Et un agent qui se fait zapper par des clubs, là, tu peux aller chercher un autre travail. Donc, ça se passe comme ça. Il faut que les joueurs aident les agents. Les parents aussi qui aident les agents. Parce que les informations, ça se passe très rapidement. En fait, le truc, c'est que les directeurs sportifs, surtout, ils n'ont pas de temps. Et ils ne reçoivent pas un seul dossier. Un club qui a besoin d'un milieu de terrain, il reçoit 30, 40, 50 dossiers. Et pour que ton dossier soit vu par ce directeur sportif, il faut qu'il soit attrayant. C'est pour ça qu'au niveau de Iman Sport, on tient beaucoup sur notre base de données. Et la base, en fait, c'est une plateforme interne avec une possibilité de partager une vue externe qui permet, tu envoies juste le lien. Tu n'as pas besoin d'envoyer la vidéo à la personne qui remplit son téléphone, qui utilise ses données et tout. Tu lui envoies le lien, il entre. Dans le lien, il y a les infos sur le joueur, il y a ses infos sur son club, il y a son vidéo highlight, sa vidéo highlight, pardon. Il y a ses vidéos de matchs complets, ainsi de suite. Il y a toutes les infos sur lui. Donc, c'est comme si tu étais devant un site web avec les images, les photos, les vidéos et tout. Et puis voilà, tu regardes, si tu t'intéresses, on essaie d'avancer là-dessus. Tu vois, donc tu as les infos de base qui te permettent de vouloir avancer ou arrêter avec eux. Et quand on envoie ça à un club, si on n'a pas de retour, on ne se plaint pas parce qu'on sait qu'il a tout regardé, mais il ne l'intéresse pas. D'accord. Donc, c'est exactement ça. Et la détection, comment ça se passe? C'est les joueurs qui viennent vers toi ou c'est toi qui démarches les joueurs ou c'est souvent des propositions? Alors, chez les autres agents, c'est eux qui partent vers les joueurs, souvent. Mais moi, j'ai la chance que j'ai déjà été... Bon, je suis un peu connu dans le milieu du foot. Et souvent, c'est des gens qui viennent vers moi. D'accord. Genre un parent de joueur ou bien un joueur qui connaît un autre joueur. Parfois, je reçois des messages de personnes que je ne connais même pas. Je suis un joueur, je joue ici, je fais ceci, je fais cela, j'ai eu telle sélection, et ainsi de suite. Et souvent, je les reçois. Quand je les regarde, je dis, ouais, lui, je le connais. Je l'ai regardé en équipe nationale, petite catégorie, ou truc du genre.
Okay. Et ça fait plaisir. C'est un signe qu'il y a des jeunes qui te font déjà confiance. Parce que voilà, et je dis ça, c'est le résultat du travail que je faisais avant en tant que supporter. Quand on voyait près des joueurs, et souvent il y en a des joueurs, c'est des joueurs qui donnent mon numéro à d'autres jeunes joueurs qui leur disent voilà, lui c'est pas mon agent, mais tu te rapproches de lui, il va pouvoir t'aider. D'accord. Et donc ça se passe comme ça. Quel est le plus gros contrat que tu as signé, si c'est pas confidentiel? Ah non, là. Ah, Sénégalais, vous connaissez, hein? On parle pas d'argent avec eux. Non, là, nous, on vient juste de commencer. Hein. On n'a pas de gros contrats. Et on a signé pour le moment que des jeunes. On a signé un jeune à Dubaï. D'accord. Un jeune qui est dans une académie qui vient de naître à Dakar, qui est notre académie, l'académie Sadio Mané, qui est à Keur Massar. D'accord. Et voilà, je pense qu'on va commencer à travailler pour cette académie-là pour essayer de ramener le maximum de jeunes joueurs qui sont dans le fond du Sénégal. Et l'idée, c'est d'aller chercher des jeunes qui sont dans des endroits reculés comme Tamba, Kidira, Ziguinchor et tout ça, les amener à Dakar, à l'Académie Sadio Mané, et essayer d'avancer avec eux. Et on a d'autres qu'on a signés dans des clubs nationaux, National 1, National 2, ici en France. Et il y en a en Albanie. Et on allait signer notre gros joueur, mais malheureusement, il s'est blessé à la dernière minute. C'est Alioune Badara Fati qui est gardien de but, qui était le troisième gardien quand le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique et qui était aussi dans l'équipe du Chan. Je vais te poser juste quelques questions, un peu intimes quand même. Et là, on va commencer avec la première question. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis généreux. Ça, c'est vrai. Je valide. Ton plus gros défaut? Je suis naïf. Je fais trop confiance au premier venu. Ah ouais? Ouais, mais là, ça commence à s'enlever un peu avec le milieu dans lequel je suis. Je comprends. Et qu'est-ce qui te met instantanément de bonne humeur? Quand je vois ma femme le matin en train de rigoler et tout, c'est une folle, quoi. Et puis les enfants qui viennent me réveiller et tout. Voilà. D'accord. Bah, notre coucou n'aura pas autant d'influence que le coucou de Sadio Mané. Mais on dit coucou Abouki, voilà. Il s'appelle Aïssatou maintenant. Aïssatou, voilà. Ça change maintenant. Et qu'est-ce que tu détestes le plus chez les gens? C'est, je vais dire, ceux qui me prennent pour un fou, pour un clown. En un mot, tu définirais comment ton parcours? Un jeu de dames. Pourquoi? Ouais, parce que voilà, depuis que je suis né, en fait, ma vie, c'est comme un jeu de dames. Je commence ça, après je vois qu'il y a une pièce qu'il faut aller chercher là-bas. Je passe par les couleurs du noir, du blanc. Je pars chercher cette pièce. Ensuite, je reviens ici, là. Tu vois un peu, je suis passé d'un profil d'ingénieur en informatique et même dans mon profil d'ingénieur en informatique, je suis passé sur toutes les étapes. J'ai été développeur web, développeur mobile, j'ai été responsable test de validation, j'étais responsable d'exploitation, front office administrateur, j'ai été customer success manager, j'ai été chef de projet, voyez un peu. Donc voilà, j'ai été aussi Scrum Master. Et voilà, c'est des choses qui se lient un à un pour atteindre peut-être un objectif. Et pour ça, je dis que c'est un jeu de dames. Je vais être riche parce qu'il y a ma fille qui me demande d'acheter une maison avec une piscine et un jardin. Je cherche à avoir de l'argent. Mais aussi derrière, il y a un autre projet qui est d'aider les plus jeunes parce que c'est que, voilà, étant petit, j'ai pas eu cette opportunité de pouvoir être aidé pour réussir dans le foot. Donc, il faut que j'essaie de le faire pour les plus jeunes. Toi, en tant qu'avec ton rôle d'agent, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes joueurs, aux jeunes qui sont en Afrique, au Sénégal, en France, tu leur conseillerais quoi? De se respecter, d'avoir une personnalité et surtout d'avoir un agent et de lui faire confiance. Parce que le problème de la plupart des jeunes joueurs au Sénégal, c'est surtout qu'ils parlent avec tous les agents en même temps. Et ils ne savent pas que les agents, ils se parlent. Et le laisser travailler surtout. Ne pas se précipiter, ne pas lui mettre trop de pression. Ils ont le droit de mettre la pression sur eux.
sur l'agent parce que c'est leur carrière, mais le laisser travailler. Parce qu'à l'agent, son intérêt, c'est de te trouver un club, recevoir ses commissions. D'accord. Donc, s'il ne te trouve pas un club, en fait, ce n'est pas bon pour lui. Donc, c'est parce qu'il n'a pas encore la possibilité de te mettre dans un club. Voilà, c'est surtout ça. Donc, merci Ali. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Dans Raconte-moi. Ton expérience, franchement, c'est une expérience incroyable et tu as aussi de beaux projets, en tout cas, pour le Sénégal, même pour les jeunes aussi. Merci. Les gars, n'oubliez pas d'aller vous abonner et d'aimer, de liker les vidéos. C'est ça qui nous donne de la force. Comme ça, on pourra vous proposer beaucoup plus de gens connus qui vont venir partager leur expérience. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si aussi vous voulez vraiment inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à partager le maximum possible. C'était Raconte-moi. On est là pour vous inspirer. À la prochaine. Ciao.